Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition au cours de laquelle nous reviendrons largement sur la prolongation des mesures sanitaires annoncées par le prince Albert II. Le ministre d'État précisera notamment les modalités qui porteront sur la période des fêtes, alors que le maître mot reste la prudence et la vigilance. Nous évoquerons également la campagne de vaccination contre la Covid qui sera mise en place à Monaco. Nous sommes également allés vous demander ce que vous pensiez de ce dispositif propre à la principauté pour lutter contre la pandémie. Et enfin, nous verrons qu'au centre de dépistage mis en place à l'espace Léo Ferré sont actuellement menées des évaluations sur la pertinence des tests salivaires. Utiliser le sport et ses valeurs comme instrument de paix, c'est le credo de l'organisation Peace and Sport, fondée par Joël Bouzou et qui a décerné tout au long de la semaine ses awards. Il sera notre invité alors que vient d'être révélé le nom du champion pour la paix de l'année, un très grand footballeur. Restez avec nous pour connaître son nom. Un autre champion sera avec nous, un jeune champion. Arthur Leclerc vient d'être sacré vice-champion de Formule 3 régionale. Le Monégasque rejoindra la saison prochaine la Formule 3 FIA, une nouvelle étape importante. Mais pour débuter ce journal, ouvrons donc un large chapitre consacré à la crise sanitaire et les moyens et dispositions mis en œuvre en principauté pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Après l'allocution jeudi soir du prince Albert II, le gouvernement tenait aujourd'hui une conférence de presse pour préciser les modalités des mesures sanitaires qui auront cours pendant la période des fêtes. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, Pierre Dartout. Il est interrogé par Sandrine Nègre. Il faut faire attention parce que ces tout derniers jours, on a plus de cas que pendant ces 6 semaines qu'on a passées depuis début novembre. Donc on recommence à avoir un peu plus de cas, donc il faut être très vigilant. Tout cela, ce sont des décisions qui ont été prises dans la plus grande concertation avec les professionnels, avec le Conseil national et le souverain a tranché. Pour le 24 décembre, les mesures qui ont été prises l'ont été parce que c'est une fête religieuse et familiale importante, qu'il y a notamment des offices religieux qui sont faits. Et nous avons donc décidé, le prince a décidé que le couvre-feu donc serait reporté à 23h30. En revanche, pour le 31 décembre, le couvre-feu est maintenu à 20h. Mais les restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 22h30, alors que les autres jours, ça sera la règle habituelle, c'est-à-dire 21h30. Par ailleurs, comme nous l'avons indiqué, comme le prince l'a indiqué hier soir, les frontières la frontière fera l'objet d'une surveillance toute particulière. Ne pourront entrer que les personnes qui sont monégasques ou résidents, les personnes qui viennent travailler à Monaco ou les personnes qui disposent d'une attestation montrant qu'ils ont une réservation dans un hôtel à Monaco. Les autres ne pourront pas venir. Les salles de sport vont pouvoir réouvrir en respectant, bien sûr, vous nous confirmez, un protocole sanitaire très strict. Pourquoi cette mesure? Tout simplement parce que, et c'est venu aussi de certains représentants du monde médical, il est important que les gens qui subissent bien sûr des contraintes très importantes dans leur vie quotidienne, puissent être mieux, à la fois physiquement et psychologiquement. Et pour cela, il faut faire du sport. Et donc c'est dans cet esprit que nous avons pris cette décision. Et puis le gouvernement regarde déjà plus loin aussi avec la campagne de vaccination qui se prépare, comme l'explique Didier Gamerdinger, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Alors le test permet de protéger la population en évitant la diffusion, la poursuite de la diffusion du virus. La vaccination, c'est différent. La vaccination, c'est protéger définitivement chacun d'entre nous, chaque groupe concerné. Donc un plan national de vaccination a été élaboré en principauté de Monaco. Des priorités ont été tracées, elles sont classiques. Il faut commencer par protéger, préserver nos aînés. Et donc en particulier les personnes qui ont plus de 75 ans, qui seront les prioritaires. Soit que les personnes soient en institution, soit qu'elles soient à leur domicile, il leur sera proposé de se faire vacciner, si elles le désirent évidemment. C'est le volontariat qui doit accompagner cette démarche, un dialogue entre le médecin, la personne et la famille pour déterminer le choix. Sachant qu'il y a plusieurs familles de vaccins, donc nous allons informer sur les différents types de vaccins, informer sur la date de livraison de ces derniers, pour que chacun puisse prendre sa décision en ayant les éléments d'information et d'éclairage suffisants. Un volontariat et la gratuité, puisque
Le vaccin sera réalisé gratuitement en institution et à l'espace Léo Ferré, qui sera notre centre national de vaccination, et remboursé quand ce sera un médecin, un pharmacien ou une infirmière qui le réalisera. Un couvre-feu, pas de confinement, une exception culturelle, des horaires adaptés pour les restaurateurs et en toile de fond cette volonté de concilier la santé du plus grand nombre et l'économie. La principauté se distingue des autres pays. Que pensez-vous de cette stratégie? Nous sommes allés vous poser la question. Voici vos réponses au micro de Fabien Bonilla. Les dernières mesures me paraissent très très bonnes. Je pense qu'elles seront efficaces, ce qu'il faut souhaiter. On a évité un confinement. Donc c'est très bien pour l'économie, c'est très bien pour nous. Moi, je trouve qu'elles sont très bonnes. Et aussi, je suis d'accord avec le couvre-feu avec 20 heures. Oui. Et pour Noël, ça c'est très gentil. Oui, que c'est un peu plus longtemps. Et ce qu'il y a de super aussi, c'est les restaurants qui travaillent à bloc. Pour l'économie, c'est fantastique ça. Voilà, vraiment, chapeau. Je crois qu'on ne peut pas faire plus et qu'on ne peut pas faire mieux. Et si les gens respectent correctement les consignes qui sont données, ils vont pouvoir vivre de façon quasi sereine ce temps de Noël. Et je pense que c'est important en famille. Et l'un des meilleurs moyens pour protéger ses proches, c'est le dépistage. Un centre de test a été installé à l'espace Léo Ferré. Des tests PCR y sont pratiqués notamment alors que parallèlement, des évaluations sont conduites pour mesurer l'efficacité des tests salivaires. Voyez ce reportage de Christina Thomel et Thomas Deus. Les personnes qui se rendent actuellement au centre de dépistage à Fontvieille pour effectuer un test PCR ou antigénique se voient proposer en complément de leur visite un test salivaire. Des tests qui sont mis actuellement à l'essai pour quelques semaines afin d'évaluer quelle place ils occuperont dans le futur dispositif monégasque. Bonjour madame, vous allez bénéficier d'un test salivaire. Alors je vais vous expliquer comment on va procéder. Vous allez essayer de ramener un petit peu de salive juste au niveau de la bouche et je vais prélever cette salive. Voilà, c'est parfait. Une petite quantité. Voilà, c'est pas douloureux, hein. C'est fini pour vous? Voilà, donc je vous explique. On va passer ce prélèvement dans une centrifugeuse et à l'issue d'à peu près une petite demi-heure, on va mettre un colorant et avec ce colorant, on aura le résultat du test. Si le colorant vire au orange, c'est positif. Si c'est jaune, c'est négatif. Et dans tous les cas, c'est le médecin qui vous confirmera le résultat. Aujourd'hui, ce sont 3 tests qui sont évalués à Monaco, un test d'origine suédoise, un test français, le fameux EasyCov, et un test fabriqué à Monaco par la société Stark. Les tests salivaires, tout d'abord, il faut savoir qu'ils sont beaucoup moins performants que la PCR, qui reste quand même le test de référence. Aujourd'hui, on est plutôt en train de tester notre dispositif pour voir si on pourra les utiliser un jour. Le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont moins désagréables, on va dire, que lorsqu'on fait un prélèvement rhinopharyngé ou oropharyngé, puisqu'il s'agit de frotter un écouvillon contre l'intérieur de la joue. Donc c'est beaucoup plus facile. Ça peut être utilisé notamment sur des enfants, sur des personnes très sensibles ou des personnes qui ont des problèmes au niveau du nez. Mais pour l'instant, les résultats sont moins bons que la PCR. Des taux qui pour l'heure sont estimés entre 50 à 60% de fiabilité, des opérations qui sont amenées à être renouvelées dans l'hypothèse où de nouveaux tests salivaires sortiraient sur le marché et qui sembleraient facilement utilisables et performants afin d'avoir les meilleurs résultats possibles et dans l'objectif bien sûr de protéger un maximum la population monégasque. Parmi les autres grandes informations du jour, il y a le vote du budget au Conseil national jeudi soir, Frédéric Elion. Oui, Patricia, le budget primitif 2021 a été adopté à l'unanimité des 23 conseillers nationaux hier soir. Une belle marque de confiance accordée au gouvernement qui a présenté un budget de plus d'1 milliard d'euros, mais en déficit de 114 000,5 millions d'euros. Le président du Conseil national, Stéphane Valéry, a tenu à saluer l'effort de l'État pour accompagner les personnes et les entreprises durement impactées par la crise, grâce notamment au CTTR ou à la CARE. Cette belle initiative de la mairie en faveur des vallées. Le maire Georges Marsan et plusieurs de ses adjoints se sont rendus à Breil-sur-Roya hier pour distribuer 400 paniers de Noël aux seniors. Une répartition commune a été effectuée sur plusieurs villages de la vallée en présence des différents maires concernés.
C'était Noël avant l'heure à la crèche garderie Rosine Samori et au foyer de l'enfance Princesse Charlène. Le prince Albert II et la princesse Charlène se sont rendus la semaine dernière à cette crèche située à Fontvieille pour remettre un cadeau et des friandises à une cinquantaine d'enfants. La féerie de Noël s'est poursuivie pour le couple princier qui s'est rendu au foyer de l'enfance Princesse Charlène où de nombreux cadeaux offerts par la Croix-Rouge monégasque ont été distribués aux jeunes accueillis dans ce foyer. Et enfin, cette remise de chèques qui a eu lieu au Théâtre des Muses. Le Rotary Club de Monaco a remis un chèque de 15 000 € afin de soutenir plusieurs entités. La mairie de Monaco pour la mise en fonctionnement de véhicules électriques pour la livraison des repas durant la pandémie. Le Théâtre des Muses en souffrance depuis le mois de mars dernier. Et les rencontres littéraires Fabien Boisson pour leur investissement et l'organisation du Salon du Livre. Ils ont contribué par leur action au maintien de la paix ou à ouvrir un dialogue et favoriser le changement social. Les lauréats des Peace and Sport Awards ont été annoncés tout au long de la semaine, avec pour point d'orgue aujourd'hui la révélation du nom de celui qui est le champion de la paix pour l'année. Joël Bouzou, olympien, champion du monde de pentathlon moderne et surtout président de Peace and Sport, est avec nous. Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. C'est une semaine importante pour Peace and Sport. La crise actuelle n'a pas entamé les efforts de cette entité que vous avez créée? Elle n'a pas entamé, elle a même renforcé notre motivation avec des nouveaux outils qu'on a mis en place. Justement, ça a été l'occasion de digitaliser un peu plus tout notre savoir et de le diffuser. Donc finalement, ça a aussi été une chance. Et puis selon les pays, la situation était différente. Donc il y a des projets qui n'ont pas du tout été altérés? Alors, il y a eu des projets qui avaient lieu à un moment, et puis après, c'était plus possible. Mais en fait, il y a eu des rotations en fonction, bien sûr, du parcours de l'épidémie. Mais si on regarde, par exemple, l'opération April 6 cette année, donc la journée du sport au service du développement et de la paix, eh bien, 117 millions de personnes impliquées cette année, c'est notre record. Donc, le Covid ne nous a pas empêchés de travailler. Oui, alors que nous étions au plus fort de la première vague, effectivement. Tout au long de la semaine ont été distillés les noms des lauréats des Peace and Sport Awards. Comment sont identifiés les nominés? Alors les nominés sont collationnés tout au long de l'année parce qu'on a, je crois, 80 ou 100 projets qui nous sont soumis à travers le monde. Et donc on a un jury indépendant composé de très hautes personnalités, du sport, de l'entreprise, internationaux, de Monaco aussi, qui ensuite analyse les dossiers et qui sélectionne donc les futurs potentiels lauréats. Nous allons entretenir le suspense avant de révéler le nom du champion pour la paix de l'année. Est-ce que l'on peut peut-être revenir sur le lauréat du programme de sport pour le développement et la paix de l'année? Il récompense une ONG du Cambodge et cela illustre parfaitement les valeurs que vous véhiculez. Absolument, elle s'appelle ISF Cambodge, c'est elle qui a été choisie. C'est un programme qui forme des éducateurs et ensuite qui travaille sur des enfants. Donc il y a des centaines d'enfants qui sont impliqués. Le but, c'est de développer l'activité physique, bien sûr, mais surtout la résolution des conflits et puis les conseils en matière de santé. En même temps, c'est une meilleure pratique. Donc à chaque fois qu'une organisation remporte un award, on peut diffuser tout ce savoir pour qu'il soit dupliqué à travers le monde. Et puis, il y a l'aspect communautaire qui est l'une des clés de voûte de vos programmes. C'est le cas notamment avec l'exemple marocain. Oui, au Maroc, on a une organisation tout à fait intéressante qui s'appelle Tibu Maroc, qui a organisé avec des outils digitaux des connexions entre les familles, en particulier pour véhiculer encore sport, hygiène et cohésion sociale par des outils digitaux, malgré le Covid, et donc c'est un grand succès. Alors, Peace and Sport, pour véhiculer ses valeurs et faire entendre son message, a besoin de grands ambassadeurs, de figures reconnues dans le monde du sport notamment. Et cette année, le champion pour la paix est une star mondiale, pour ne pas dire interplanétaire. Je vous laisse révéler son nom. Alors, le champion de la paix cette année, c'est un grand honneur pour nous, s'appelle Lionel Messi. Donc Lionel Messi, peut-être le meilleur footballeur actuel sur le terrain. Ses ballons d'or témoignent pour lui, mais ce qu'on ne sait pas de Lionel Messi, c'est qu'il a aussi, non seulement c'est un joueur qui fait preuve d'un immense fair play sur le terrain,
au-delà des résultats. Mais c'est surtout pour nous aussi quelqu'un qui a des actions auprès des communautés d'enfants à travers le monde, pas seulement en Espagne, mais un peu partout sur la planète. Et donc on voulait absolument récompenser ce rôle modèle, parce que c'est vraiment un exemple pour d'autres champions. Il ne suffit pas d'être un champion pour ses résultats, pour soi-même, mais aussi par l'exemple qu'on véhicule, par la médiatisation dont on fait preuve souvent, eh bien on peut être un rôle modèle qui concourt à une meilleure stabilité de la société, à plus de cohésion sociale, et puis à être un exemple pour les jeunes en particulier. Oui, ces modèles tels que Didier Drogba, qui a été ambassadeur, qui est aujourd'hui vice-président, je crois, de Peace and Sport, vous les envoyez sur le terrain ? Oui, absolument. Peut-être vous verrez des images de Sia Kolissi, qui est notre star de l'an dernier, le capitaine des Springboks rugby Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui donne énormément à ses communautés. Donc ce n'est pas seulement un joueur de rugby, une star mondiale, un capitaine couronné, mais c'est aussi, je dirais, un capitaine de vie dans la société, de cohésion sociale dans la société, vraiment un exemple. Joël Bouzou, obtenir la paix par le sport, c'est un objectif qui est toujours viable dans le monde actuel ou qui est plus que jamais d'actualité ? Je ne sais pas si on peut établir la paix directement par le sport, mais en tout cas on peut faciliter, on peut préparer. On peut réparer aussi des communautés divisées dans les situations de post-conflit, mais c'est aussi quelque chose qui permet la veille. Le sport, c'est un langage qu'on peut parler au-delà des différences culturelles, sociales, même des langues, au niveau international, avec les mêmes règles, en conditions d'équité. Et donc c'est vraiment un vecteur de stabilité pour la société. Et on le fait depuis Monaco, depuis la neutralité et l'indépendance de Monaco, et avec un prince souverain qui aussi est 5 fois olympien. Donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour réussir. Joël Bouzou, merci d'avoir répondu à notre invitation, alors que vient d'être révélé aujourd'hui le nom du champion pour la paix de l'année, le footballeur Lionel Messi. Merci. Merci beaucoup. Avant de retrouver un jeune champion prometteur, Arthur Leclerc, la principauté est décidément fertile en pilotes et copilotes hors normes. Il y a les deux frères Leclerc, il y a Daniel Elena qui a engrangé de nombreux succès aux côtés de Sébastien Loeb en rallye pendant des années, mais il y a également désormais un champion de France des rallye-terres. Il s'agit d'un employé de la Caisse des compensations des services sociaux, Florian Olabourdette. Vanessa Dessy l'a rencontré. Malgré le faible nombre d'épreuves disputées, la Fédération française de sport automobile a décidé de valider les titres de champion 2020. Jean-Baptiste Franceschi et son copilote Florian Olabourdette sont donc sacrés champions de France des rallye-terres, une saison pour le moins particulière cette année. Ouais, une saison particulière qui s'annonçait de rêve début 2020 où on avait une belle saison avec Citroën sur un programme soutenu à 100%. Ça s'est vite transformé dans l'incertitude début mars avec le début du Covid. Ensuite, voilà, de mois en mois, on apprenait l'annulation des épreuves. On a su rebondir en montant ce programme personnel sur la terre aussi avec le championnat de France. Donc, bon, l'un dans l'autre, on a réussi à faire quelques épreuves, 5 épreuves au total. Un titre national, c'est quand même le mieux qui peut exister à notre niveau, en tout cas actuellement. Donc très heureux pour l'équipe, pour Citroën, parce que ça reste quand même de beaux efforts financiers et sportifs pour tout le monde. Faute de roulage possible en France, l'équipage rejoint l'Italie afin de garder le rythme de la compétition, car la discipline impose une certaine rigueur. Il faut vraiment pratiquer, il faut faire du roulage, il faut encore progresser avec la voiture. L'Italie, l'Espagne, c'est encore possible de faire des rallyes. Donc on a été il y a 2 semaines faire un rallye sur la terre, la dernière manche du championnat italien, où on était en bagarre pour gagner le rallye. On en a malheureusement crevé, mais voilà, il faut essayer de trouver des opportunités pour continuer de pratiquer le sport automobile. Donc ouais, on s'est dirigé vers l'Italie pour la fin de saison. Dans la continuité du programme 2020, la prochaine saison s'annonce riche avec un projet de championnat de France complet et pourquoi pas quelques piges en WRC et ERC. Florian espère surtout prendre le départ du 89e rallye Monte-Carlo dans quelques semaines. Du rallye-terre à la Formule 3 régionale, il n'y a presque qu'un pas. Sa saison à peine achevée et un titre de vice-champion à la clé, Arthur Leclerc sait déjà de quoi sera fait son avenir. Le jeune pilote monégasque a annoncé cette semaine qu'il serait toujours au volant l'an prochain de l'écurie Prema, mais en FIA Formule 3 cette fois. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Arthur Leclerc. Bonsoir. Revenons tout d'abord sur votre fin de saison. Le bilan est positif, vous terminez vice-champion de Formule 3 Régionale Europe.
Non, oui, le bilan est positif. Je suis très content de ma saison. Bon, il y a quelques erreurs qui ont été faites, mais voilà, c'était quand même une année pour apprendre. C'est ma 3e année dans le sport auto et je suis très content avec le résultat de cette année. Il y a eu des week-ends qui resteront mémorables. Oui, le Mugello où j'ai gagné les trois courses. Je pense que ça restera longtemps dans ma mémoire. Les conditions étaient très très difficiles et on a pu gagner les 3 courses. Donc oui, c'est sûr que celle-là, je ne l'oublierai pas. Et sitôt cette saison terminée, vous savez déjà comment va se dessiner la prochaine. Vous serez engagé en FIA Formule 3, toujours chez l'écurie Prema. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est sûr. C'est vraiment un step comparé à la F3 régionale. C'est une voiture qui a beaucoup plus d'aéro, qui est beaucoup plus avec des gommes beaucoup plus tendres, pardon. Et il y a beaucoup plus de pilotes sur la grille. Donc voilà, le format du week-end, ça va être très excitant aussi parce qu'il y aura des grilles inversées. Donc voilà, j'ai hâte d'être l'année prochaine. C'est en quelque sorte une suite logique? Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver en F3 FIA dès maintenant. S'il y a 3 ans, on m'avait dit que je serais en F3 FIA avec Prema et le support de Ferrari Driver Academy, j'y aurais pas cru. Mais voilà, je suis super content d'en faire partie. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que vous restez membre de la Ferrari Driver Academy. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être au sein de cette académie? C'est un rêve d'enfant. C'est vraiment un honneur de faire partie de l'académie d'une équipe aussi mythique. Il me donne le support dont j'ai besoin. Lorsque vous parlez de soutien, qu'est-ce que cette académie Ferrari vous apporte concrètement? Elle m'apporte beaucoup. On s'entraîne beaucoup physiquement, mentalement. Il me donne aussi des cours d'italien. Je pense que c'est assez important d'être dans cette équipe et pouvoir parler en italien avec tous les membres de l'équipe. Donc voilà, après ils sont vraiment à mes côtés pour me supporter, pour ensuite un jour espérer d'accéder à la Formule 1. Oui, j'allais vous dire, ça pourrait être utile aussi pour plus tard, l'italien. Saison terminée également pour votre frère Charles en Formule 1. Vous vous soutenez mutuellement, vous vous êtes soutenus mutuellement au cours de cette saison? Oui, on se soutient énormément, on est frères. Il me soutient énormément, moi, en F3 régional et je le soutiens énormément aussi en Formule 1. Il me demande souvent comment se passent les week-ends, mais on est vraiment une famille et puis on souhaite le meilleur pour l'autre. Et dans cette famille, d'où vient cette passion de l'automobile? Je pense que c'est venu de mon père qui nous a mis depuis très tôt dans le sport automobile. Il a toujours été passionné par le sport automobile. Et puis voilà, il nous a fait un peu vivre de sa passion. Et puis je pense que c'est pour ça que Charles est en arrivé là et que moi j'ai envie d'y arriver. La F1, ça reste le Graal, mais vous, quel est votre rêve le plus fou dans le sport automobile? C'est la F1? Oui, c'est sûr que la F1, ça fait vraiment rêver. Maintenant, voilà, je suis en F3 FIA. Il faut encore que je me concentre sur cette saison. Ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de boulot et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, step by step. Vous vous rendez compte de la ferveur qu'ont les Monégasques pour vous et votre frère? Vous la ressentez? Je m'en suis vraiment rendu compte dès que Charles a accédé à la Formule 1. Et là, je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de monde qui me suivent moi et qui me supportent. Donc ça me fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Ça me pousse encore plus à m'entraîner, à devenir meilleur dans ce que je fais. Je vais tout faire pour y arriver. Arthur Leclerc, un dernier mot. L'immédiat, c'est un peu de repos, les fêtes arrivent ou l'entraînement ne s'arrête jamais? Là, ça s'arrête un petit peu pour les fêtes parce que la saison a été très, très intense et petite à cause du virus, malheureusement. Donc tout s'est enchaîné d'un coup et puis voilà, ça va faire du bien de se reposer un peu. Et puis voilà, moi la saison commencera en mai, donc j'ai encore beaucoup de temps pour m'entraîner mentalement, physiquement. Je vais tout faire pour arriver prêt la saison prochaine. Arthur Leclerc, merci et bon petit repos de Noël alors. Merci beaucoup, vous aussi. Frédéric Hélion est de retour avec de nouvelles informations et un concert jeudi soir au Grimaldi Forum. Le groupe Nouvelle Vague se produisait hier soir à l'Indigo avec les chanteuses Camille et Mélanie Pain. Olivier Libaud et Marc Collin ont proposé un show épuré, 2 voix singulières accompagnées d'une guitare, de quelques claviers et d'ambiance sonore, un mélange de bossa nova et de punk new wave. Le Grimaldi Forum qui accueillera un grand nom de la chanson française en 2021. À l'occasion de la sortie de son single Mon Refuge, dont le texte a été écrit par Clara Luciani, Julien Clerc passera par Monaco le 11 septembre 2021 à 20h30 à la Salle des Princes.
dans le cadre de sa tournée Les Jours Heureux. Du sport et de l'équitation, Laura Gramaglia s'est qualifiée pour le championnat du monde d'endurance équestre des moins de 21 ans. La cavalière du team EFG Monaco a décroché son billet le week-end dernier lors du dernier meeting CEI de l'année à Casteljaloux-la-Taillade. Accompagnée de son team manager Henri Davigedge, Laura Gramaglia était la seule participante mineure face à un plateau international relevé. Avec ce 3e classement consécutif en course d'endurance internationale sur 120 km, Laura Gramaglia sur Raya de Galone confirme les très bons résultats réalisés depuis 2019 et remplit le quota de qualification pour participer aux championnats du monde des jeunes cavaliers qui se dérouleront en septembre prochain aux Pays-Bas. Et puis ce journal ne serait pas complet sans les prévisions météo pour la journée de samedi. Un mélange d'éclaircies et de passages nuageux le matin, Patricia, puis le temps va se dégrader dans l'après-midi avec un ciel très nuageux et l'apparition d'averses. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h58 pour se coucher à 16h57. Demain, nous fêterons les Samantha et les Urbains. Merci Frédéric, la parité est respectée. Et merci à vous qui nous suivez quotidiennement sur Monaco Info. Nous allons nous quitter avec des photos de circonstances, des photos de saison, avec tous ces beaux sapins qui viennent décorer nos intérieurs et les rues de la Principauté. Les clichés du jour sont signés Michael Alési. Je vous retrouve demain à 19h et je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.